vosaltres, us agraïm l'assistència de la mateixa manera que agraïm les interessants aportacions que sobre el mecenatge cultural de ben segur faran les persones que ens acompanyaran i que tot seguit presentarem. El terme mecenatge, per un tema cultural, ens remet a la imatge, a la figura de la persona amb poder econòmic que acollia sota la seva tutela artistes de diverses disciplines per tal que desenvolupessin la seva obra sense estretor ni penúries. A canvi, el segell del mecenes havia de lluir en lloc ben visible en qualsevol manifestació artística. Això, evidentment, ha canviat de manera notable i la societat en què vivim actualment ha propiciat altres formes de mecenatge. Recentment han irromput noves fórmules que han arrelat de manera sorprenent i tots plegats, com a actors, com a ciutadans, ens hem convertit en micromecenes. A més, les petites i mitjanes empreses s'hi han sumat i les grans fundacions, les grans multinacionals ja no estan soles. Avui voldrem saber més coses sobre aquest fenomen i sobre com l'intercanvi entre el món cultural i el món empresarial pot resultar beneficiós per tots dos sectors. Però sobretot voldrem conèixer quin model s'està aplicant a França des de l'any 2003 per gestionar el patrimoni, la creació i la difusió cultural més enllà del suport estrictament estatal. En aquest sentit, ens agradarà comptar amb la valuosa opinió i experiència dels senyors Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, del senyor Enric Crous, president de la Fundació Catalunya Cultura, i de l'anfitrió, el senyor Jordi Casases, president de l'Ateneu. L'acte el clourà, comptarem amb la presència del senyor Pau Villòria, secretari general del Departament de Cultura, que assisteix en representació del conseller Santi Vila, però abans, i per començar, permeteu-me que demani la presència del senyor Robert Ford, responsable de la missió de mecenatge del Ministeri de Cultura i Comunicació del Govern de França, que vingui a l'escenari. Bonjour. Alors pardonnez-moi, je ne parle ni espagnol ni catalan, donc je vais parler ma langue le plus lentement possible de manière à ce que l'interprète puisse me traduire. Je tiens d'abord à remercier les présidents et directeurs, directrices de l'Ateneu de Barcelone. C'est un endroit prestigieux, je suis très honoré de pouvoir intervenir aujourd'hui. Également de la Conca et de la Fondation Catalunya i Cultura, qui ont donc eu l'idée d'organiser cette rencontre et de m'y associer. Alors rapidement, je suis le chef d'un tout petit service du ministère de la Culture qui a été créé en 2003, au moment où a été élaborée et votée une loi qu'on connaît en France sous le nom de loi Aillagon, du nom du ministre de la Culture dont les services y ont travaillé, le ministre qui l'a défendu devant les parlementaires. Ce service a été créé pour faire connaître cette législation et pour favoriser les bonnes pratiques en matière de mécénat et de fondation en France, mécénat culturel bien sûr, également pour nouer des relations entre le monde de la culture et le monde économique, pour développer précisément, créer un climat favorable au développement du mécénat, ainsi que le monde juridique, je pense aux notaires et plus récemment aux avocats, aux barreaux, qui sont nos partenaires dans cette action que nous menons depuis 2003. La loi Aillagon, votée le 1er août, promulguée le 1er août 2003, a tout changé en matière de mécénat en France. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La France est un pays de tradition publique, étatique, où avec donc une fiscalité forte qui finance l'action de l'État dans tous les domaines d'intérêt général. La culture, bien sûr, qui est une longue tradition de l'État français, avant même la Révolution, et l'éducation, la santé, la recherche, le sport, les causes sociales, l'humanitaire, etc. Une des particularités de la loi française par rapport à d'autres pays, c'est qu'elle s'applique à tous ces domaines.
et pas simplement à la culture. C'est une loi qui a été élaborée par le ministère de la Culture, en liaison avec les autres ministères, et notamment évidemment avec le ministère des Finances et du Budget, mais c'est une loi qui s'applique à tous les domaines de ce qu'on appelle l'intérêt général. Je vais essayer de commenter un certain nombre de slides, de diapositives, mais de manière à vous faire comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés à cette loi qui est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures au monde en termes d'incitation fiscale au mécénat. Donc la tradition française, ce n'était pas une tradition très favorable au développement du mécénat. Les Français sont un peuple assez généreux, mais les fondations, par exemple, ont connu un développement assez lent en France, et l'intervention des entreprises dans notamment la vie culturelle a été aussi un phénomène qui s'est développé à partir des années 60. Il y a eu un certain nombre d'acteurs importants dans cette affaire. D'abord, le Premier ministre de la Culture français, André Malraux, qui est à l'origine de la création d'une très grande fondation qui est la Fondation de France, dont il a eu l'idée et qui est finalement la première étape dans l'évolution du mécénat dans notre pays. Ensuite, il y a eu une association du côté des entreprises qui a joué un rôle très important de lobbying, tant auprès du monde des entreprises, des grandes entreprises, que des pouvoirs publics. C'est l'ADMICAL. L'ADMICAL, c'est cette association pour le développement du mécénat d'entreprises qui a été longtemps présidée par un homme qui était au croisement du public et du privé, qui était Jacques Rigaud, qui était un conseiller d'État, qui avait été directeur de cabinet d'un grand ministre de la Culture, Jacques Duhamel, et qui ensuite est devenu le patron de RTL. Et donc cet homme était à même de croiser en quelque sorte les regards du public et du privé sur cette question du développement du mécénat. Et Jacques Rigaud et l'ADMICAL ont été une force de proposition très importante dans cette affaire. Et puis, les mentalités ont évolué, et à un moment, donc en 2002-2003, il y a eu une décision qui a été prise au plus haut niveau de l'État pour favoriser l'initiative privée. Ça s'est passé au plus haut niveau de l'État, j'y reviendrai. Auparavant, nous avions déjà eu une loi mécénat en 1987 qui portait déjà le nom d'un ministre de la Culture, M. Léotard, et nous avons eu même une loi langue pour les fondations d'entreprise en 1990. Voilà. Ce qui manquait, c'était donc un signe fort de la part de l'État. Et c'est ce que nous avons obtenu avec la loi de 2003. Et je crois que le Premier ministre de l'époque a résumé la philosophie des choses en disant « l'État n'a plus le monopole de l'intérêt général ». C'était une invitation faite à la société civile de s'engager dans toutes les causes qui sont celles qui sont au cœur de la vie de la société, et pas simplement la culture. Alors cette loi, elle est assez simple. Je vais vous en donner les dispositions principales. Il y a un régime de droit commun qui permet aux entreprises et aux particuliers d'obtenir des réductions d'impôts importantes avec les dons qu'ils font à des organismes d'intérêt général. Donc 66% de réduction d'impôts pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette part-là, c'est ce qu'on appelle la dépense fiscale pour l'État. Ça veut dire que l'État accorde à la société civile le droit de choisir à quoi va servir une part, si modeste soit-elle, de l'impôt dont il est redevable. Ça, c'est un acte fort du point de vue politique, dans un pays comme la France. Alors évidemment, ces dispositifs sont plafonnés. Il y a par ailleurs pour les entreprises une possibilité d'obtenir des contreparties de la part du bénéficiaire, et notamment dans le domaine culturel, où ces contreparties sont très valorisantes pour les entreprises. Donc des contreparties dont la valeur ne doit pas dépasser 25% du montant du don, ce qui veut dire que pour une entreprise, l'avantage global du mécénat, il est de 60 plus 25% du montant du don.
Alors ces contreparties, c'est quoi? C'est la présence du logo de l'entreprise sur les documents de communication du projet, sur les supports de communication du projet. C'est la possibilité d'organiser des réceptions, c'est la possibilité d'obtenir des tickets d'entrée, etc., etc. Ce que je dois souligner à ce point, c'est que nous faisons une distinction en France très nette entre le mécénat, qui dans son principe est un acte désintéressé, du point de vue juridique, et ce que nous appelons souvent le sponsoring, qui s'appelle en France le parrainage, et qui est une démarche commerciale, qui est une sorte d'achat d'une présence à caractère publicitaire sur un événement ou un projet culturel, et qui, d'ailleurs, a un traitement fiscal différent. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce texte. Sachez que dans le système français, il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de mécénat. Ce qu'il faut, les trois grandes conditions, c'est d'avoir une activité non commerciale ou non majoritairement commerciale, une gestion désintéressée, ça veut dire que les responsables au sens juridique de l'organisme ne reçoivent pas de rémunération, c'est le cas dans les associations, et une activité qui ne va pas être profiter simplement à quelques personnes, mais qui va profiter à la collectivité. Voilà. Ça exclut du bénéfice du mécénat les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés dont les capitaux sont entièrement publics. C'est un peu technique, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails. À ces mesures très simples s'ajoute un certain nombre de dispositions pour la culture. La possibilité pour le spectacle vivant, qui est un grand pan évidemment très important de la vie culturelle, mais qui est soumis aux impôts commerciaux, de bénéficier du mécénat. La possibilité pour les entreprises, pour les sociétés, d'acquérir des œuvres d'artistes contemporains et de déduire ces acquisitions de leurs résultats imposables. Une disposition très importante pour le patrimoine qui est la possibilité pour les sociétés d'obtenir un avantage fiscal exceptionnel, 90% du montant du versement, pour faire rentrer des œuvres, des biens culturels importants dans les collections publiques. Alors là, c'est l'État qui décide quelles sont ces œuvres. Et puis, plus récemment, nous avons ouvert le mécénat aux propriétaires de monuments historiques privés, parce que ce patrimoine très important, il y a près de 21 000 monuments historiques, parcs et jardins privés en France qui représentent la moitié du patrimoine protégé, que c'est une charge très importante pour les propriétaires et aussi pour les collectivités publiques, et que, en revanche, c'est un élément d'attractivité extrêmement important pour la France, et donc le législateur a admis qu'il pouvait y avoir du mécénat pour les monuments historiques privés. Voilà. Alors, je vais vous donner rapidement quelques indications sur l'impact de cette loi. Les chiffres sont assez éloquents. Avant 2003, pour les entreprises, il y avait en France moins de 2000 entreprises qui étaient connues pour faire du mécénat. Aujourd'hui, nous savons avec certitude qu'il y en a 44 000 qui utilisent la législation. Ça veut dire que du côté des entreprises, nous avons multiplié par 22 l'impact. Le montant, 150 millions d'euros de mécénat d'entreprise déclarés en 2004, 1,2 milliard aujourd'hui. Pour les particuliers, on parle de foyers fiscaux, 4,3 millions de particuliers faisaient des dons en 2002, des dons principalement au secteur de la solidarité, l'humanitaire, la recherche médicale. Ce sont les grands thèmes de la générosité privée en France. Il y en a aujourd'hui 5,7 millions d'euros. On a gagné 40% en plus grâce à la loi Aillagon, et on est passé de 900 millions à 2 milliards d'euros de montant de dons déclarés. Donc vous voyez que l'impact de la loi est
très clair. Pour autant, je ne vais pas vous prétendre que c'est parce qu'il y a des avantages fiscaux qu'on fait du mécénat. Les choses se passent un peu différemment. Vous n'allez pas soutenir un projet parce que vous savez que vous allez avoir un avantage fiscal. Vous allez vous soutenir un projet parce que ce projet vous intéresse personnellement ou qu'il peut avoir un intérêt pour votre entreprise. Qu'il peut, par exemple, positionner votre entreprise différemment dans son environnement social, économique, contribuer à son image, à sa réputation, mais aussi à sa vie interne, son management. De plus en plus dans les entreprises petites et grandes en France, le mécénat est une affaire de management interne. D'abord, parce que c'est du bien social que l'on dépense au dehors de l'entreprise. Donc il faut justifier devant les salariés, les représentants du personnel, l'utilisation de cet argent, de ces moyens. Autre élément important, les fondations. Nous avons aujourd'hui, c'est un chiffre fin 2015, un peu plus de 2200 fondations en France, dont 700 ont été créées depuis 2008. C'est donc une évolution très rapide liée, et nous avions beaucoup de retard dans ce domaine, liée évidemment à l'avantage fiscal, puisque la création d'une fondation, la dotation, est un acte de mécénat. Depuis le 2008, nous bénéficions également d'un nouvel outil juridique pour la philanthropie qui s'appelle le fonds de dotation, qui est la transposition dans le droit français de ce qu'on appelle endowment fund dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, toutes les universités, tous les musées, tous les lieux de spectacles vivants et de musique ont des endowment funds qui sont en fait créés par des personnes privées pour aider, avec des revenus nouveaux, ces organismes. En France, nous avons ça donc depuis 2008. Ça a été un succès foudroyant. Alors la particularité des endowment funds par rapport à la tradition française, c'est qu'en France, une fondation se crée avec l'accord de l'État. Et c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, ça se passe comme ça. Le fonds de dotation, c'est une fondation qui n'a pas le droit de s'appeler fondation, mais qui est une vraie fondation et qui se crée comme une association, librement. Et donc, cet nouvel outil a eu un succès immédiat, puisque vous voyez que depuis 2009, cette mesure est rentrée en application en 2009, nous avons autant de fonds de dotation que nous avons de fondations. Donc c'est un phénomène très important. Et 22% de ces fonds de dotation agissent dans le domaine de la culture et du patrimoine. Toujours sur les résultats, la crise financière. On a vécu partout en Europe les effets induits de la crise des subprimes. Ça n'a pas eu réellement d'impact, ça a eu un impact assez faible sur le développement du mécénat. En tout cas, du mécénat tel qu'il apparaît dans les données fiscales. Il y a une progression continue depuis 2003 de la dépense fiscale liée au mécénat, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Alors, à ce point, je dois dire qu'il y a des entreprises et des particuliers qui font du mécénat sans utiliser les avantages fiscaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Les Français qui ne sont pas soumis à l'impôt sont très nombreux à faire des dons, des petits dons, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Et il y a de très grandes entreprises, comme le groupe Total, par exemple, qui ne payent que très peu d'impôts en France et qui ont des fondations extrêmement importantes. Donc c'est un mécénat qui est totalement qui est un engagement complet de l'entreprise puisqu'il n'y a pas d'avantage fiscal. Alors, les données qui figurent sur ces slides sont évidemment, elles viennent d'une enquête téléphonique qui est faite tous les 2 ans par Admical. Le mécénat culturel, en valeur relative, n'a plus la première place qu'il avait au début des années 2000 dans le mécénat d'entreprise en France. Pourquoi ? Parce que précisément, nous traversons une crise sociale qui fait que le mécénat des entreprises a tendance à se porter vers la solidarité et aussi vers le sport, d'ailleurs, pour les PME.
Mais pour autant, le volume global du mécénat d'entreprise n'a pas été affecté. Il reste assez stable. Il évolue même. Les chiffres qui seront publiés par Admical au mois de mai, que je n'ai pas le droit de vous donner parce qu'ils sont sous embargo, montrent qu'il y a une évolution depuis quelques années du mécénat culturel. Mais les entreprises vont principalement, en raison notamment de l'influence de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui implique un certain nombre d'obligations pour les entreprises. Ces obligations influent sur les démarches de mécénat, les choix de mécénat des entreprises, et notamment des grandes entreprises. Alors, néanmoins, ce qui est très important, c'est l'engagement croissant des petites et moyennes entreprises dans le domaine culturel. Il y a là une évolution qui est même un peu contraire à celle du mécénat des grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que les patrons de ces entreprises ont compris que c'est un mécénat qui doit fonctionner dans des relations de proximité sur des territoires et que la vie culturelle est un facteur d'attractivité essentiel pour les territoires, c'est un facteur de dynamisme économique. À ce point, je voudrais vous citer un élément d'une étude qui a été faite en France sur l'apport économique de la culture, une étude qui a été menée par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale du ministère de la Culture, et qui montre que la valeur ajoutée du secteur culturel en tant que secteur économique est de 57 milliards d'euros en 2013, ce qui la place au second rang après le secteur agroalimentaire, avec plus de 670 000 emplois. Et donc, c'est un élément d'appréciation de l'impact de la vie culturelle sur l'économie qui doit être pris en compte dans le cadre de démarches de mécénat. Parce que le mécénat culturel, ce n'est pas une affaire de danseuse, comme on disait autrefois, c'est une contribution au dynamisme du pays. L'autre aspect, alors ce mécénat des petites et moyennes entreprises, il prend souvent un aspect collectif. Je tiens à le souligner, il y a beaucoup de regroupements d'entreprises sur les territoires, notamment dans le domaine culturel, des entreprises qui se mettent à 20, 30 pour soutenir la vie culturelle du territoire. Et ceci est le résultat d'une démarche que nous avons eue depuis 2003 au ministère de la Culture, qui est justement d'aller chercher des partenaires dans le monde économique et dans le monde juridique, de créer des réseaux d'influence pour dynamiser le mécénat culturel. Et ce développement du mécénat collectif est un résultat de ce travail. Et puis l'autre aspect important, qui est nouveau, puisque je vous disais tout à l'heure que les particuliers en France donnent plutôt à la recherche médicale, à la solidarité, à l'humanitaire, aussi au culte, aux églises, c'est que depuis quelques années, et les chiffres coïncident les dates coïncident avec la crise économique, les particuliers en France sont de plus en plus nombreux à donner, par exemple, pour la préservation du patrimoine, à faire des dons. Nous avons une grande fondation qui s'appelle la Fondation du patrimoine, qui a été créée par l'État, et dont une des démarches, c'est de faire des appels à la générosité publique, des centaines d'appels à la générosité publique, pour restaurer des monuments, petits et grands, dans toute la France. Et elle le fait avec succès. En 2015, elle a levé 14 millions d'euros auprès des particuliers et de toutes petites entreprises. Et ce mouvement qu'on appelle le mécénat populaire en France, qui contribue à la culture, du patrimoine, il se porte vers d'autres activités culturelles, et il se conjugue avec quelque chose que vous connaissez bien ici, dans ce pays, puisque ça marche très bien, je crois, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Moi, je n'ai pas le droit de dire crowdfunding. Il faut que je dise financement participatif. Crowdfunding, je me fais taper sur les doigts par la direction de la langue française au ministère de la Culture. Donc, financement participatif, je crois qu'ici, on dit aussi micro-mécénat. C'est quelque chose qui fonctionne extraordinairement bien en France depuis 4-5 ans. Chaque année, le chiffre d'affaires du crowdfunding, je vais quand même le dire, est doublé. Il y a, en 2013,
2013, je crois que c'était 78 millions d'euros. En 2014, 152 millions d'euros. Et les chiffres qui viennent d'être publiés, c'est 296 millions d'euros. Et ça, c'est un mouvement fondamental à nos yeux. D'abord parce que la culture en profite. Tout cet argent ne va pas à la culture, mais la culture en profite. Et parce que c'est, je dirais, ce qu'on peut appeler la relève générationnelle de la générosité. La générosité des jeunes, les gens qui font des dons en ligne, sont des gens qui ont principalement entre 25 et 49 ans. Ils sont plus jeunes que les donateurs des grandes fondations traditionnelles. Et donc cette générosité, elle passe par Internet, elle passe par les réseaux sociaux, elle passe par la viralité, et c'est quelque chose dont nous devons évidemment tenir compte dans nos démarches. Et récemment, quelqu'un m'a dit, le responsable d'une plateforme de crowdfunding culturel, m'a dit que les petites et moyennes entreprises passent maintenant par les plateformes pour faire des dons, parce que les petites et moyennes entreprises, en matière de mécénat, leur problème, c'est que les patrons n'ont pas le temps, qu'ils ne savent pas très bien trouver des projets, etc. Donc le crowdfunding, ce sont des offres très attractives pour eux, très simples, ce sont des dons très simples à faire, et sur lesquels ils peuvent communiquer au profit de leur entreprise et des porteurs de projets. Je crois que l'avenir est beaucoup là aussi. Voilà. Sí, el senyor Fora ens ha demanat per desig exprés que si teniu algun dubte o alguna consulta concreta, voleu que faci algun aclariment sobre el PowerPoint i la seva exposició, tenim un petit espai de temps de 5 minuts per atendre-les. Hi ha algú que... Algú vol fer algun comentari, algun dubte que hagi quedat, algun aclariment? No? Très bien. Merci. Bé, doncs sembla que ha quedat tot molt bé, senyor Fort. Merci. Li agraïm. Merci bien. Merci de votre attention. Ara sí, quan el senyor Fort baixi, demanem la presència del senyor Jordi Casases, president de l'Ateneu Barcelonès, del senyor Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, i del senyor Crous, president de la Fundació Catalunya Cultura. Bé, començarem pel senyor Crous, president de la Fundació Catalunya Cultura. Senyor Crous, en els darrers temps estem assistint a la creació de premis culturals vinculats a empreses, per exemple els premis literaris vinculats a caves, a grans bodegues, a empreses hoteleres, a festivals musicals. Aquest intercanvi, aquest benefici mutu que veiem entre cultura i empreses, s'està consolidant, segons la seva opinió? Doncs, segons la meva opinió, sí, certament, perquè ja va ser en hora que en un país on a vegades la cultura no està suficientment reconeguda com un element de riquesa pel país, que hi hagi aquest tipus de premis incentiven o almenys recompensen aquelles institucions o empreses que han fet un esforç en favor de la cultura. Nosaltres sempre hem cregut que un país modern, un país ric, és essencialment un país culte. I tot el que sigui promoure això i donar gratificació en aquest tipus de coses, sens dubte fan el país millor. No sé si abans de passar a les preguntes específiques volien fer vostès alguna ampliació, algun comentari o la reacció que han tingut respecte al que acabem de sentir per part del senyor Fort. Com vostè vulgui, nosaltres el que puc dir-li és que la nostra fundació és una fundació
molt modesta, molt jove, modesta pel temps que fa que està en actiu, tot just fa un any que està creada, però correspon a allò que a vegades hem dit, i deixin que ho digui així, de la conspiració públic-privada, amb la qual un col·lectiu d'empreses, a mi sembla que rellevants de la història del nostre país, que creiem en la cultura, que creiem, com hem dit abans, que la cultura és un element de riquesa per a un país, conjuntament amb l'administració, amb les diferents administracions, creem un instrument que permet dues coses. Per una banda, posar en contacte el món de la cultura amb el món de l'empresa, amb totes les diferents fórmules de finançament. Una cosa que m'ha agradat del senyor Fort és que l'Estat ja no té el patrimoni de l'interès general a França. I això és important en França perquè és un país molt més centralista, si és que es pot dir així, que el nostre. Han sigut capaços de crear elements perquè pugui haver-hi promoció de la cultura, perquè pugui haver-hi finançament i perquè puguin haver-hi aportacions de les empreses. Jo crec que d'això que n'hem d'aprendre. I per tant, la nostra fundació també té interès, com a representant d'empreses, en què hi hagi un marc de finançament i al final algun dia puguem tenir, com crec que es mereix la cultura del nostre país, una llei de mecenatge com Déu mana. Ara en parlarem sobre el tema jurídic. Senyor Duarte, com a president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, tal com comentàvem en començar i com ha apuntat el senyor Fort, som davant d'un canvi de model de finançament públic de la cultura. La pregunta específica seria si creu que caldrà replantejar-se la legislació pel que fa al mecenatge, respecte al mecenatge, sobretot en el sentit de les avantatges fiscals que també ha apuntat el senyor Fort en el seu Parlament. Bé, la cultura és una obra compartida. Ningú no se n'hauria de desentendre de la cultura. Aquest país s'ha fet des de la cultura, s'afirma en la cultura, es projecta el món de la mà de la cultura. La cultura ens configura, ens interpel·la, ens obre els camins de la bellesa i del pensament crític. Al costat de la labor central, essencial i imprescindible de les institucions públiques, ens cal una àmplia participació en el sentit de responsabilitat envers la cultura. I des d'aquest punt de vista, diguem-ne, nosaltres no podem resignar-nos a una cultura que quedi només en mans de les administracions, reclosa en l'àmbit administratiu o burocratitzada. Evidentment, la dimensió institucional de la cultura és crítica, és essencial, és determinant, ho acabo de dir, però el compromís global de la societat amb la cultura és irrenunciable. Ens en nodrim i l'encarnem. El senyor Fort s'ha referit a la importància de la cultura en la vida d'un país avançat, s'ha referit, en el cas del micromecenatge, a aquesta mena de solidaritat intergeneracional i la identificació dins de generacions en projectes. Jo crec que és molt interessant l'experiència de França i no només des del punt de vista teòric, sinó des del punt de vista pràctic. Jo crec que cal reconèixer i distingir les aportacions de la societat civil a la nostra vida cultural i per això, en resposta a la seva pregunta, necessitem unes millors condicions legals que facilitin i afavoreixin el mecenatge, en el que ha de ser una veritable aliança entre el sector públic i el conjunt de la societat per fer de la cultura un eix primordial de la nostra existència individual i del nostre projecte col·lectiu. Senyor Casases, com a anfitrió de l'acte, quin paper li tocarà jugar ara a la societat civil, des d'entitats, des d'organismes, com per exemple el que avui ens acull? Què poden fer, d'altra banda, les administracions i les empreses per donar el tremp que falta, l'impuls, sobretot econòmic, a la cultura? Sí, gràcies i benvinguts a tothom, no havia pogut dir-ho, en aquest acte i gràcies per l'assistència. I també gràcies per la magnífica exposició que a mi particularment m'ha omplert d'enveja, en definitiva, d'enveja sana, per altra banda. El que s'ha vist en el vídeo aquest inicial
és la gran complexitat que té la societat civil, que és una heterogènia per definició, per altra banda. De tota manera, jo, al marge de la responsabilitat, jo diria que aquí hi havia una mancança en aquest vídeo que em sembla important de ressaltar, era difícil d'expressar, i és que aquesta societat civil fa, al marge de tots aquests elements tan concrets, una feina molt important, que és la de la reelaboració dels productes culturals i la no menys important tasca de difusió de la cultura i, per tant, convertir aquesta cultura en una eina de debat ciutadà, una eina d'enriquiment col·lectiu. Per tant, jo penso que aquesta presència facilitant les coses de l'espai públic i aquest ajut imprescindible, com se'ns ha dit, del sector privat, fa una tasca que va molt més enllà del simple mecenatge cultural. I penso que en un país com el nostre, allò que es pot dir en construcció, podríem dir, una importància doble en aquest sentit. Per exemple, el debat, l'enèsim debat sobre la qüestió de la llengua. Aquest debat el que ens fa és posar l'accent sobre la cosa pública, sobre la política educativa, però és imprescindible que, si volem que aquesta llengua, al marge de la legislació, tiri endavant, necessita prestigi social. I aquest prestigi social necessita l'element que tenim aquí de foment d'això que deia abans, del debat col·lectiu, del debat ciutadà, de la presència d'aquesta llengua ciutadana. I un segon exemple, si se'm permet, que és, estem ara, deia, al marge del finançament concret, estem en un moment delicat, europeu, evident i delicat per al funcionament i la praxis de la democràcia, en un moment en què els extremismes i els populismes poden atemptar contra l'essència mateixa de la democràcia. Per tant, en aquest sentit, el foment cultural resulta més imprescindible que mai perquè és un element de foment de la pròpia democràcia. Per tant, en aquest sentit, jo penso que aquest mecenatge cultural està complint una funció extraordinàriament complexa, però imprescindible en el moment històric en què ens trobem en el país i a Europa. Senyor Crou, senyor Casases, senyor Duarte, els agraïm moltíssim la seva intervenció, les seves aportacions. Si em permet, jo voldria afegir una... És a casa seva. No voldria abusar en aquest sentit, sinó simplement anunciar que tant el Conca com nosaltres a l'Ateneu hem redactat una declaració sobre aquest compromís social del mecenatge cultural. Aquesta declaració la farem pública perquè se'n faci ressò als mitjans de comunicació a partir de la finalització d'aquest acte i després en farem tramesa a totes les entitats que han estat convocades en aquest acte, entitats i persones que han estat convocades a aquest acte, perquè si ho veuen convenient, i esperem que sí, s'hi puguin adherir per tenir un element de pressió més important de cara a presentar-ho a altres instàncies. Moltes gràcies. Gràcies a vostès. Els demano que no marxin de taula, sisplau, perquè demanem la presència del senyor Pau Villòria, secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat, per fer la cloenda de l'acte. Com vulgui, si vol fer-ho des d'aquí, si vol fer-ho des d'aquí. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Em toca cloure institucionalment aquesta sessió, és a dir, que l'interessant ja s'ha dit. L'enriquidor i interessant ja s'ha dit. Em permetran, de totes maneres,
que els digui dues paraules. En primer lloc, moltes gràcies a tots per les seves intervencions, en especial al senyor Fort. En prenem bona nota del que ha dit. I gràcies al Conca, a l'Ateneu i a la Fundació Catalunya Cultura per l'organització d'aquesta sessió. Perquè avui he pogut escoltar, en aquest període de temps, idees, plantejaments realment interessants. I el mecenatge, pel que veiem, està en agenda. El Patronat de la Fundació Catalunya Cultura, celebrat ahir, va incorporar nous i importants patrons. I aquesta jornada demostren, com deia, que el mecenatge està en l'agenda. Catalunya és una nació sense estat, però amb una forta societat civil. Un dels seus trets característics és el paper, per exemple, del col·leccionisme privat que ha tingut en el seu desenvolupament cultural. Des de la revolució industrial, els mecenes han dotat el país d'un patrimoni artístic molt important. I aquesta tradició continua ben viva. L'any passat el patrocini privat va aportar aproximadament 8 milions d'euros als nostres grans equipaments culturals, el Liceu, el MNAC, TNC, MACBA, Auditori, i també als festivals de música i teatre. Sabem que necessitem un model de mecenatge mixt, basat en la voluntat, però també en les normes. D'una banda, el compromís de les persones i de les empreses, i d'altra banda, el del sistema públic per fer polítiques i per legislar. Necessitem una bona regulació del mecenatge. El Govern de Catalunya ha de poder legislar en matèria de fiscalitat en aquest àmbit. És cert que la crisi i les seves conseqüències exigeixen un canvi d'actituds, ja que l'administració pública trigarà encara un temps en recuperar-se. El patrocini de les grans empreses possiblement no s'expandirà molt, no s'expandirà, i el micropatrocini del que hem parlat haurà de tenir encara més presència en la realitat cultural. Per tot això, des de la Generalitat, des del Departament de Cultura, treballarem en una triple direcció. Volem crear un marc favorable a un model de finançament del sector cultural sòlid, àgil, perdurable, previsible. D'altra banda, volem aprofundir en les aliances entre les institucions culturals i les empreses a tot el territori, per allò de l'efecte multiplicador de la inversió cultural. I per últim, pensem en una concepció del fet cultural mutualista, comunitària, que faci de l'aliança entre els ciutadans i la cultura i que sumi el mecenatge a la ciutadania. Ara toca, doncs, comprometre els ciutadans en la construcció de l'edifici cultural del país amb possibilitat d'avantatges fiscals al consum cultural. Cal injectar als joves la passió per la cultura des del sistema educatiu, com es fa a França, Anglaterra i els països nòrdics. Des de la Fundació Catalunya Cultura, que aprofito per destacar la gran tasca que estan duent a terme en aquests pocs mesos de vida, s'ha establert un nou marc de col·laboració del món creatiu amb el sector empresarial, imaginatiu, obert, que explora totes les possibilitats i capacitats de col·laboració, que a més incentiva i facilita l'aparició d'experiències de col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura. Es troben alternatives d'incorporació a la cultura de noves fonts de finançament. Es contemplen les indústries creatives i tecnològiques com un valor en alça i la creativitat i la singularitat són el fet diferencial pel seu posicionament. Ara tenim un horitzó de finançament de la cultura, un model mixt. Hem de triar, conjuntament amb el món empresarial i amb la resta d'actors, el millor dels sistemes. Avui hem pogut aprendre molt sobre el model francès, de la mà del senyor Fort. També el del sector públic ha de posar a disposició dels emprenedors privats les seves infraestructures de manera transparent i competitiva. Ha de prendre iniciatives de col·laboració público-privada. Ha de facilitar un millor ecosistema per l'accés de noves formes de finançament privades. Per tot això, a Catalunya necessitem més societat civil que mai, amb persones polítiques compromeses amb la cultura, per fer possible una nació del segle XXI, una nació culta i educada, amb responsabilitats compartides entre tots i possibilitats de progressar. Un país on el mecenatge sigui qüestió de prestigi. Gràcies per la seva atenció, gràcies per la seva assistència.
Gràcies, senyor Villòria, gràcies als ponents, moltes gràcies, senyor Fort, donem per clos l'acte i moltes gràcies per la vostra assistència. Fins sempre.